Bienvenue dans un nouvel épisode de Musée dans mon canapé, un épisode qui sera consacré à la scénographie proposée par le Musée de la Grande Guerre. Première étape de cette visite muséographique, de cette visite scénographique, la façon dont le musée a choisi d'exposer les uniformes. Comme vous pouvez le constater, le musée a choisi de les exposer sur des mannequins au visage extrêmement réaliste. Il s'agit de moulages faits à partir d'individus qui ont vraiment existé, même de personnel du musée. Et le principe est donc d'avoir choisi une couleur blanche sur le mannequin. Pourquoi cette couleur blanche? Il s'agit en fait d'attirer l'œil du visiteur, non pas sur un grain de peau, un grain de beauté, la couleur des cheveux, mais bien sur la collection des uniformes et lui signifier que ce qui est important ici est de regarder la tenue du combattant. Ces uniformes sont présentés donc sur un mannequin debout, ce qui permet de se rendre compte d'une chose, de la taille relativement petite des combattants de la Première Guerre mondiale. Je ne sais pas si vous voyez ça à l'écran, mais pour ma part, je fais 1m80. Le mannequin, lui, est sur une petite extrade. Et en fait, on s'aperçoit qu'il est beaucoup plus petit que moi. La taille moyenne des soldats lors de la Première Guerre mondiale ne dépassait pas 1m70, 1m64 ou 67. Il faudra choisir en moyenne. Et donc, la façon dont le musée a choisi de présenter l'uniforme offre une connaissance aux visiteurs. Il peut se rendre compte de la taille réelle des soldats, puisqu'il s'agit de véritables uniformes. Il peut se rendre compte de la taille réelle des soldats de la Première Guerre mondiale. Nous sommes dans l'espace consacré aux Alliances en 1914. Lorsque le visiteur arrive dans cet espace, une petite arcade le sépare de l'attentat de Sarajevo et de l'entrée en guerre. Et lorsque le visiteur passe sous cette arcade, il peut entendre le bruit du coup de feu de l'attentat de Sarajevo. Une chose est notable, le principe est un principe immersif. Le visiteur entend le bruit du coup de feu et ensuite arrive finalement dans un espace qui va l'entraîner sur la Première Guerre mondiale. Mais vous voyez une chose qui est intéressante, c'est que le passage est assez étroit, comme si la mise en scène avait voulu souligner l'aspect un peu anecdotique finalement de l'attentat sur l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie. À l'époque, il faut se rendre compte que cet attentat n'est pas perçu comme un événement historique. Par exemple, Stefan Zweig, dans Le Monde d'hier, relate cet événement et il est dans un jardin, il lit le journal, il apprend l'attentat et voilà, il n'imagine pas que cet attentat va ensuite conduire à la Première Guerre mondiale et à une des plus grandes catastrophes de tous les temps. Et peut-être, dans cette idée donc de scénographie, peut-on voir l'insignifiance finalement de l'événement qui est rendue par finalement ce passage assez étroit, comme si cet événement n'était pas spectaculaire, ce qu'il n'était pas à l'époque. Nous sommes dans l'espace qui relate l'entrée en guerre, avec ici une affiche montrant la mobilisation de l'armée, le rappel des militaires en congé, et d'autres affiches qui sont sur le mur, notamment l'ordre de mobilisation générale, signé donc par l'armée de terre et armée de l'air. Et armée de mer, pardon. L'idée intéressante d'un point de vue scénographique ici est que le visiteur se pose devant les affiches, il regarde les affiches, il les contemple exactement comme les personnages inscrits sur le fond ici, les personnages de l'époque, à l'aide de photos, qui regardent également les affiches. Donc en fait, le visiteur est mis dans la position des gens de l'époque, découvre les affiches, et il y a une sorte ici de mise en abîme, un dialogue savant entre aujourd'hui et hier,
dans cette contemplation des ordres de mobilisation sur le départ en guerre. Nous sommes ici dans la vitrine Marne 14, qui a l'originalité de laisser passer le visiteur entre les soldats et même de pouvoir en toucher certains, ce type de mannequin ici, où le visiteur donc, peut d'ailleurs évaluer sa taille par rapport aux soldats de 14. Cette vitrine qui marque véritablement l'entrée en guerre, c'est la vitrine de l'été 1914, permet aux visiteurs d'être encore dans une ambiance d'immersion et donc avec les soldats d'arriver dans cette guerre de 1914 et de déboucher sur le conflit, d'arriver finalement dans cet espace assez impressionnant. S'offre à lui finalement le spectacle de la guerre et beaucoup de témoignages de soldats de 1914 montrent que l'épreuve du feu a eu cet aspect spectaculaire, un aspect spectaculaire que traduit finalement le décor ici du musée et l'aménagement de cette grande nef. Cette vitrine expose 3 cuirasses de soldats de différentes nationalités. À gauche, vous avez une cuirasse, une matraque et un casque allemand. Au centre, un Italien. Et à droite, une tenue d'un soldat français avec donc sa cuirasse, une matraque et le casque Adrien. Cette vitrine pose plusieurs types de problématiques d'un point de vue scénographique, avec un lien également avec le scientifique. Imaginons le visiteur qui appréhende donc cette visite sans guide. Il peut voir 3 cartels: cuirasse, Sappenpanzer, casque et matraque; cuirasse, casque Farina et matraque; cuirasse, Adrien, casque et matraque. Un visiteur armé de cet appareil critique peut avoir l'impression que la Première Guerre mondiale donne lieu à des corps à corps extrêmement violents, avec l'utilisation de matraques, et finalement une Première Guerre mondiale qui serait synonyme d'un retour au Moyen-Âge. Au fond, s'il ressort du musée avec cette impression, il en ressort avec une très mauvaise information, puisque les corps à corps pendant la Première Guerre mondiale sont extrêmement rares, qu'on ne se bat pas, sauf très rare exception, à coup de matraque, et finalement, on peut se demander si il n'aurait pas fallu, sur ce type de vitrine, avoir un texte qui accompagne les différents objets pour montrer que le corps à corps, justement, est une rareté dans la Première Guerre mondiale et que finalement la matraque est davantage utilisée contre les rats de tranchée et que lorsque, par exemple, certaines vitrines qui accompagnent celle-ci montrent des couteaux, le couteau témoigne davantage d'une peur du corps à corps que du corps à corps lui-même. Mais, et on en vient là à ce qu'est un musée doit également exposer des objets d'une façon esthétique. Ce qui a été privilégié ici par le musée de la Grande Guerre est une approche esthétique justement des protections que pouvaient avoir les soldats dans les tranchées, de certaines armes fabriquées par leurs soins, mais il est vrai que parfois la scénographie s'oppose à un discours scientifique. Le visiteur, il faut le rappeler, le visiteur lorsqu'il visite un musée a envie d'avoir un rapport avec les objets, il a envie d'avoir un rapport également esthétique avec les objets, et finalement l'information scientifique, il ira davantage la chercher peut-être dans le catalogue du musée, dans des ouvrages d'historiens. Si le musée avait choisi de mettre un très gros paratexte sous ces objets-là, il aurait sûrement loupé son public, puisque un public, quand il vient au musée, n'est pas là pour lire. Il est là pour regarder, il est là pour avoir justement un contact avec l'œuvre, et puis ensuite, que ça l'amène peut-être sur d'autres moyens de connaître la nature des combats, par exemple pour la Première Guerre mondiale, et de s'informer par ailleurs. Mais là, ce qui a été privilégié, c'est l'aspect esthétique, et cette vitrine est particulièrement réussie de ce point de vue-là. Le musée est bâti sur une problématique, le passage au monde moderne.
Et dans énormément d'espaces du musée, un dialogue est établi entre des objets du début de la guerre et des objets de fin de guerre pour montrer comment finalement cette Première Guerre mondiale fait passer le monde opère un basculement vers le monde moderne. Ici, le dialogue est particulièrement visible avec des fléchettes, vous voyez, qui datent de 1914, des fléchettes qui étaient lancées par les avions, des fléchettes d'aviation, et où l'on voit justement quel type d'armes on pouvait utiliser à l'époque sur les soldats. Des fléchettes d'ailleurs qui causaient énormément de dégâts. Et puis là vous voyez à ma droite un obus, une bombe d'aviation, une bombe aérienne de plus de 1000 kg qui elle date de 1918. À travers donc ce dialogue savant entre cette vitrine et cet objet, on s'aperçoit que la guerre entre 1914 et 1918 a fait basculer le monde dans la modernité. Dans certaines parties du musée, des mannequins sont disposés comme ceci, avec la possibilité pour le visiteur de toucher les uniformes, de toucher le casque. On appelle ça des objets martyrs, c'est-à-dire des objets de la collection qui sont sortis pour que le visiteur puisse avoir une autre connaissance de l'objet en essayant de le manipuler, en ayant un contact sensuel avec cet objet. Par exemple, là, on peut se rendre compte que le casque en fer blanc est effectivement extrêmement fin et ne résisterait pas longtemps à des éclats d'obus massifs. On peut également toucher le manteau du soldat et on s'aperçoit à quel point il est lourd et rêche et sûrement inconfortable à porter. Bref, tous ces objets qui sont destinés à faire participer le visiteur participent pour le coup à donner un peu plus de connaissances sur le quotidien des soldats. J'ajoute que le musée se veut un musée à hauteur d'homme, et ce musée à hauteur d'homme fait que ce contact avec des objets permet justement peut-être de comprendre un peu plus le quotidien des soldats. Par ailleurs, le musée, dans sa mise en scène, a mis en place des éléments de médiation qui sont destinés aux élèves, mais pas que, et qui généralement plaisent énormément au public et qui permettent là aussi de se rendre compte du quotidien des soldats. Par exemple, ici, le visiteur peut soulever le sac et se rendre compte du poids que le soldat avait sur le dos lors de marches qui pouvaient durer 10, 20, enfin qui pouvaient s'étendre sur 10, 20, 30, 40 km parfois. Pareil pour, vous voyez, cet obus qui fait 16 kg. Finalement, ces éléments de médiation permettent, là encore, d'appréhender au plus près l'expérience combattante de la Première Guerre mondiale. L'originalité du musée d'un point de vue scénographique est finalement l'identité de chaque salle. Ici, nous nous trouvons dans une salle intitulée « Corps et souffrance ». Et vous pouvez remarquer que la peinture noire, le faible éclairage, rend compte finalement du propos de la salle, à savoir rendre compte des souffrances endurées par les soldats de la Première Guerre mondiale. L'idée est toujours une idée immersive, c'est-à-dire de plonger le visiteur dans une ambiance qui sert le propos du musée. Par exemple, si nous allons sur cette vitrine, nous retrouvons la problématique du musée du passage à un monde moderne avec la Première Guerre mondiale. À gauche, des prothèses qui datent du début de la guerre. À droite, des prothèses qui datent de la fin de la guerre. Il ne faut bien sûr pas imaginer qu'un seul homme pouvait avoir ces prothèses-là. Et il s'agit là aussi l'idée est de servir un propos historique et puis d'avoir également une approche esthétique de la vitrine, une approche esthétique sur un thème extrêmement douloureux qui est celui des souffrances des combattants. Mais justement, si on revient aux propos scientifiques, on voit bien le basculement ici dans le monde moderne, avec cette prothèse, vous voyez, qui se trouve à gauche, une prothèse assez rudimentaire avec un crochet, et puis finalement une prothèse un peu plus travaillée de la fin de la guerre où nous avons un bras articulé. Même chose pour la jambe, une jambe
une prothèse extrêmement rudimentaire à gauche, une prothèse beaucoup plus travaillée à droite. Même dans la médecine, la Première Guerre mondiale accouche d'un nouveau monde. Dernière chose, cet objet central est un siège pour un amputé des deux jambes. Pour celui qui est à l'origine de la collection, Jean-Pierre Vernet, il s'agit là d'un de ces objets les plus emblématiques de la Première Guerre mondiale, car il rencontre finalement de deux souffrances. La souffrance du soldat, qui a perdu ses deux jambes au combat, mais la souffrance également de sa compagne, qui voit son mari revenir, qui voit finalement revenir la moitié de sa moitié, et qui ensuite va vivre avec cet homme jusqu'à la fin de sa vie. Et donc on imagine également la souffrance de cette femme avec ce siège d'un amputé des deux jambes. Là encore, le musée se positionne comme un musée au plus près de l'homme, un musée à hauteur d'homme. Nous sommes dans l'espace central du musée, dans la grande nef, une nef qu'il a fallu occuper, et cet espace central de la grande nef est consacré aux tranchées. Sur le territoire de Meaux, il n'y a pas de tranchées. Il faut aller plus à l'est du territoire, plus au nord, pour les trouver. Mais il était très difficile d'évoquer la Première Guerre mondiale sans évoquer cet univers de tranchées, puisque pour beaucoup d'entre nous, la Première Guerre mondiale est synonyme de ces tranchées. Donc, lors de la conception du musée, plusieurs possibilités ont été débattues. Et d'un point de vue scénographique, ce qui a été choisi, c'est de faire des tranchées réalistes. Vous voyez, réalistes. L'idée étant de mettre en situation les objets de la collection. L'alternative aurait été finalement d'exposer les différents objets que vous voyez dans des vitrines, mais la puissance d'évocation aurait été sûrement moins grande. Et là, pour le coup, la tranchée permet de mettre en situation ces différents objets. Mais pour signifier aux visiteurs que nous sommes bien sur une reconstitution de tranchée et non pas sur une vraie tranchée, le parti pris a été de mettre justement cette peinture blanche pour dire aux visiteurs, pour lui dire que finalement, on est bien dans une reconstitution, on n'est pas dans le vrai. Contrairement finalement à Disneyland qui se trouve tout près, à Disney Paris, à Disneyland, on fait du faux et on fait croire que c'est du vrai. Ici, la tranchée est effectivement fausse et on dit qu'elle est fausse. Ici, vous pouvez voir la tranchée française que l'on va comparer avec la tranchée allemande. Nous sommes ici devant la tranchée allemande. L'autre intérêt d'avoir choisi de reconstituer des tranchées sur un mode réaliste permet de servir un discours scientifique et notamment de comparer la tranchée allemande de la tranchée française. Comme vous avez pu le voir, la tranchée française est faite de matériaux un peu sommaires, de branchages. Elle paraît assez précaire. La tranchée allemande, ici, présente la particularité d'être beaucoup mieux aménagée avec justement des aménagements en dur. L'origine de cette différence entre les Français et les Allemands, c'est que les Allemands sont installés en France et donc ils sont installés dans une optique durable. Pour les Français, la tranchée n'est qu'une étape vers la reconquête dans leur territoire. Elle est donc conçue d'une manière provisoire. Et donc ce côté provisoire s'oppose au côté durable des Allemands. Le musée de la Grande Guerre possède l'une des plus grandes collections d'uniformes parmi tous les musées qui sont consacrés à ce conflit. Dans cette salle, les uniformes des différents belligérants sont donc exposés et vous voyez qu'ils sont exposés dans des vitrines qui ont un aspect circulaire, comme si nous faisions le tour du monde des uniformes. Là aussi, la mise en scène sert le propos, la mondialisation du conflit. Autre élément que l'on peut noter, tous les uniformes sont présentés de façon complète avec le pantalon, le manteau, les armes, le couvre-chef. Il est toutefois notable de dire que cette présentation des uniformes peut être critiquée historiquement. En l'occurrence, pendant le conflit, les armées n'avaient pas forcément un habit complet. Les armées avaient parfois un aspect
peu militaire, puisque en fonction des conditions météorologiques, en fonction des habits sur les, en fonction des destructions causées sur les habits, etc., les soldats pouvaient être parfois habillés de briques et de brocs. Et donc, cette présentation des uniformes ne rend pas forcément compte de la réalité du premier conflit mondial. Mais le fait de présenter des uniformes de manière complète sert à un autre propos. Le musée a une mission également de conservation. Il a une mission également voilà, il a une mission de conservation. Il doit protéger l'uniforme et le fait de montrer des tenues complètes est également intéressant d'un point de vue militaire plaît particulièrement aux visiteurs qui sont intéressés par tout ce qui est objet militaire. Nous sommes dans l'espace consacré à l'arrivée des troupes américaines en Europe et comme vous pouvez le constater, nous sommes face à une vitrine extrêmement vaste qui rend compte en fait d'un campement américain lors de la Première Guerre mondiale. Il s'agit de la vitrine la plus imposante du musée et finalement, un rapport s'instaure entre l'Amérique ici, enfin entre ce campement et finalement ce qu'est l'Amérique. L'Amérique, c'est un peu le pays du cinéma, le pays du spectacle, le pays qui va populariser justement cet art du 7e art. Et finalement, lorsque le visiteur arrive là, il est face pratiquement à une scène de cinéma, il regarde ce campement américain et on peut voir en miroir, par justement la scénographie, un hommage quelque part aussi à ce cinéma américain qui va ensuite s'imposer en Europe. Dernière étape de notre visite au musée de la Grande Guerre, le char Renault FT-17. Alors il s'agit d'une grosse pièce que le musée expose dans l'espace de la nef centrale. Et vous voyez finalement que la mise en scène de ce char est intéressante et elle sert également là aussi un propos scientifique. Le char surgit. Il surgit comme finalement la modernité surgit du premier conflit mondial. Et finalement, là aussi, il y a une sorte d'articulation savante entre la façon dont le musée expose les objets et le discours scientifique, puisque ce char finalement sert une idée, le basculement dans le monde moderne, à partir de 1917-1918, avec des armes qui ensuite feront la Seconde Guerre mondiale. Merci de nous avoir suivis pour cet épisode de Mon musée dans mon canapé. À bientôt.